Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Il faudra que j'accompagne monsieur ? Non, c'est inutile, dit Sixte. Allons, vous n'avez que le temps. Pourvu qu'il n'ait pas l'idée de se périr, fit Carbonnet quand Mariette, descendue à la loge, lui eut raconté ce nouvel événement presque aussi extraordinaire dans ce petit coin du monde que si le philosophe eût annoncé son mariage. Ah, dit la servante suivant sa pensée, si seulement il voulait bien me prendre avec lui, je devrais payer de ma poche que j'irai. Ce cri sublime dans la bouche d'une créature arrivée de Péogre en Ardèche pour être domestique et qui poussait l'économie jusqu'à se tailler des casaques d'appartements dans les vieilles redingotes du savant prouvera mieux que toutes les analyses quelles inquiétudes inspiraient à ces petites gens la métamorphose opérée dans cet homme qui traversait en effet une crise morale pour lui terrible. Ne se sachant pas regarder, il en laissait voir l'extrême intensité dans ses moindres gestes, aussi bien que dans les traits de son visage. Depuis la mort de sa mère, il n'avait pas connu d'heure aussi dure, et du moins, la souffrance infligée alors par l'irréparable séparation était demeurée toute sentimentale, au lieu que la lecture du mémoire de Robert Gresloup avait du coup atteint le philosophe dans le centre même de son être, au plus profond de cette vie intellectuelle, sa seule raison d'exister. Au moment où il donnait à Mariette l'ordre de préparer sa valise pour son départ, il était aussi pénétré d'épouvante que dans la nuit où il feuilletait ce cahier de confidences. Elle avait commencé cette épouvante consternée dès les premières pages de ce récit où une criminelle aberration d'âme était étudiée, comme étalée, avec un tel mélange d'orgueil et de honte, de cynisme et de candeur, d'infamie et de supériorité. À rencontrer la phrase où Robert Gresloup se déclarait lié à lui par un lien aussi étroit qu'imbrisable, le grand psychologue avait tressailli. Et il avait tressailli de même à chaque rappel nouveau de son nom dans cette singulière analyse, à chaque citation d'un de ses ouvrages qui lui prouvait le droit de cet abominable jeune homme à se dire son élève. Une fascination faite d'horreur et de curiosité l'avait contraint d'aller d'un trait jusqu'au bout de ce fragment de biographie dans lequel ses idées, ses chères idées, sa science, sa chère science, apparaissaient unies à des actes honteux. Ah, si elles y avaient été seulement unies, mais non, ces idées et cette science, l'accusé de Riom les revendiquait comme l'excuse, comme la cause de la plus monstrueuse, de la plus complaisante dépravation. À mesure que Sixte avançait dans le manuscrit, il lui semblait qu'un peu de sa personne intime se souillait, se corrompait, se gangrénait, tant il y retrouvait des choses de lui-même, mais un lui-même cousu par quel mystère, au sentiment qu'il détestait le plus au monde. Car dans ce philosophe illustre des saintes virginités de la conscience demeurait intacte, et derrière le hardi nihiliste d'esprit, un noble cœur d'homme naïf se dissimulait toujours. C'était là, dans cette conscience intacte, dans cette honnêteté irréprochable, que le maître du précepteur félon se sentait soudain déchiré. Cette sinistre histoire d'une séduction si bassement poussée, d'une trahison si noire, d'un suicide si mélancolique, le mettait face à face avec la plus affreuse vision, celle de sa pensée agissante et corruptrice, lui qui avait vécu dans le plus entier renoncement et avec un idéal quotidien de pureté. L'aventure de Robert Gresloup lui montrait dans ses livres les complices d'un hideux orgueil et d'une abjecte sensualité, lui qui n'avait jamais travaillé que pour servir la psychologie en modeste ouvrier d'un travail qu'il croyait bienfaisant
et dans l'ascétisme le plus sévère, afin que jamais les ennemis de ses doctrines ne puissent arguer de son exemple contre ses principes. Cette impression fut d'autant plus violente qu'elle fut subite. Un médecin de grand cœur éprouverait une angoisse d'un ordre analogue si, ayant établi la théorie d'un remède, il apprenait qu'un de ses internes en a essayé l'application et que toute une salle d'hôpital est à l'agonie. Avoir fait le mal, le sachant et le voulant, c'est bien amer pour un homme dont la conscience vaut mieux que ses actes. Mais avoir dévoyé 30 années à une œuvre, avoir cru cette œuvre utile, l'avoir poursuivie sincèrement, simplement, avoir repoussé comme injurieuses les accusations d'immoralité lancées par des adversaires passionnés, s'être tendu à ne jamais douter de son esprit, et tout d'un coup, à la lumière d'une révélation foudroyante, tenir une preuve indiscutable, une preuve réelle comme la vie même, que cette œuvre a empoisonné une âme, qu'elle portait en elle un principe de mort, qu'elle répand à l'heure présente ce principe dans tous les recoins du monde, la cruelle secousse à recevoir et la cruelle blessure quand la secousse ne devait durer qu'une heure et la blessure se fermer aussitôt. Tous les penseurs révolutionnaires ont connu de ces heures d'angoisse. La plupart les traversent vite. Voici pourquoi il est rare qu'un homme soit lancé dans la bataille des idées sans vite devenir le comédien de ses premières sincérités. On soutient son rôle. On a des partisans. Et surtout, on arrive bientôt par le frottement avec la vie à cette conception de l'à peu près qui vous fait admettre comme inévitable un certain déchet de votre idéal. On se dit que l'on fait du mal ici, du bien ailleurs, et quelquefois qu'au demeurant, le monde et les gens iront toujours de même. Chez Adrien Sixte, la sincérité était trop ingénue pour qu'un pareil raisonnement fût possible. Il n'avait, lui, ni rôle à jouer, ni fidèle à ménager. Il était seul. Sa philosophie et lui ne formaient qu'un. Et les compromis dont s'accompagne toute grande renommée n'avaient rien entamé dans sa belle âme farouche et fière de savant. Il faut ajouter qu'il avait trouvé le moyen, grâce à sa parfaite bonne foi, de traverser la société sans jamais la voir. Les passions qu'il avait dépeintes, les crimes qu'il avait étudiés, lui apparaissaient comme ces personnages que désignent les observations médicales. Ah, 35 ans, telle profession, célibataire, et l'exposition du cas se développe sans un détail qui donne au lecteur la sensation de l'individuel. Pour tout dire, jamais le théoricien rigoureux des passions, l'anatomiste minutieux de la volonté, n'avait regardé bien en face une créature de chair et d'eau, en sorte que la mémoire de Robert Gresloup ne se trouvait pas seulement parler à sa conscience d'honnête homme. Il devait mordre, et il mordait sur l'imagination du philosophe à la manière dont la clarté du soleil mord sur la pupille d'un malade opéré soudain de la cataracte. Ainsi, pendant les 8 jours qui suivirent cette première lecture, ce fut comme une obsession continuelle. Et cette obsession augmenta la douleur morale en la doublant d'une sorte de malaise physique. Ce cerveau de manieur d'abstraction subissait l'étreinte obsédante d'un cauchemar précis et concret. Le psychologue le voyait, son funeste disciple, tel qu'il l'avait vu là, dans cette même chambre, posant les pieds sur ce même tapis, appuyant son bras sur cette même table, respirant, bougeant. Derrière les mots écrits sur le papier, il entendait cette voix un peu sourde qui lui prononçait la terrible phrase « J'ai vécu avec votre pensée, et de votre pensée si passionnément, si complètement. » Et les mots de la confession, au lieu de rester de simples caractères écrits avec l'encre froide sur l'inerte papier, s'animaient ainsi en paroles derrière lesquelles il sentait palpiter un être. Ah, songeait-il quand cette image était trop forte, pourquoi la mère m'a-t-elle apporté ce cahier ? Il eût été si naturel que la malheureuse femme, en proie à sa folle anxiété de prouver l'innocence de son fils, violât ce dépôt. Mais non, Robert l'avait sans doute trompé avec cette hypocrisie dont le misérable se vantait,
comme d'une conquête psychologique. Cela seul, cette hantise hallucinante du visage du jeune homme, suffisait à bouleverser Adrien Sixte. Quand cette mère lui avait crié « Vous avez corrompu mon fils », car elle le lui avait crié. Sa sérénité de savant avait à peine été touchée. Pareillement, il n'avait posé que le mépris aux accusations du vieux Jussat répétées par le juge et à la phrase de ce dernier sur la responsabilité morale, comme il était sorti tranquille, intéressé même et presque allègre du palais de justice. Et maintenant, cette force de mépris, il ne la retrouvait plus en lui. Cette sérénité, elle était vaincue. Et lui, le négateur de toute liberté, lui, le fataliste qui décomposait la vertu et le vice avec la brutalité d'un chimiste étudiant en gaz, lui, le prophète hardi de l'universel mécanisme, et qui jusqu'alors avait toujours connu l'harmonie parfaite de son cœur et de son esprit, il souffrait d'une souffrance en contradiction avec toutes ses doctrines. Il était comme son disciple, il avait des remords, il se sentait responsable. Ce fut seulement après ces 8 jours d'un premier saisissement, une fois le mémoire lu et relu, à pouvoir en réciter toutes les phrases, que ce conflit du cœur et de l'esprit devint lucide chez Adrien Sixte, et le philosophe tenta de réagir. Il se promenait au jardin des plantes par un après-midi de cette fin de février, tiède comme un printemps. Il s'assit sur un banc dans son allée favorite, celle qui longe la rue Buffon, et au pied d'un acacia de Virginie, étayé de béquilles de fer, garni de plâtras comme un mur, avec des branches nouées comme les doigts d'un géant goutteux. L'auteur de la psychologie de Dieu aimait ce vieux tronc desséché de toute sève, à cause de la date inscrite sur la pancarte et qui constituait l'état civil du pauvre arbre. Planté en 1632. 1632. L'année de la naissance de Spinoza. Le soleil de 2 heures était ce jour-là très doux, et cette impression détendit les nerfs du promeneur. Il regarda autour de lui, distraitement, et se plut à suivre le manège de 2 enfants qui jouaient auprès de leur mère. Il ramassait du sable, avec des pelles de bois pour en construire une maison imaginaire. À un moment, l'un d'eux se releva dans un geste de brusquerie et cogna de la tête contre le banc qui se trouvait derrière lui. Il devait s'être fait beaucoup de mal, car ce petit visage se contracta dans une grimace de douleur, et il eut, avant de fondre en larmes, ces quelques secondes de silence suffoqué qui précèdent les sanglots des enfants. Puis, dans un accès de rage furieuse, il se retourna contre le banc, dont il frappa le bois avec son poing fermé furieusement. « Es-tu bête, mon pauvre mignon ?» lui dit sa mère en le secouant et lui essuyant les yeux. « Allons, mouche-toi !» Et elle le moucha. « Quand tu te seras mis en colère contre un morceau de bois, ça t'avancera bien. » Cette scène avait diverti le savant. Lorsqu'il se leva pour continuer sa promenade sous ce bon soleil, il y pensa longuement. « Je ressemble à ce petit garçon », se disait-il. Dans sa naïveté d'enfant, il anime un objet inanimé, il le rend responsable. Et moi, que fais-je d'autre depuis plus d'1 semaine ? Pour la première fois depuis la lecture du mémoire, il osa formuler sa pensée avec la netteté qui faisait la marque propre de son esprit et de tous ses travaux. Moi aussi, je me suis cru responsable pour une part dans cette affreuse aventure. Responsable, ce mot n'a pas de sens. Tout en s'acheminant vers la porte du jardin, puis vers l'île Saint-Louis et vers Notre-Dame, il reprenait le détail des raisonnements dirigés contre cette notion de responsabilité dans l'anatomie de la volonté, surtout sa critique de l'idée de cause. Il avait toujours tenu particulièrement à ce morceau. Voilà qui est évident, conclut-il. Et puis après s'être ainsi enfoncé la certitude une fois de plus dans son intelligence, il se contraignit de penser à Gresloup, à celui de maintenant prisonnier dans la cellule numéro 5 au fond de la maison d'arrêt de Riom, et au Gresloup d'autrefois, au jeune étudiant de Clermont
penché sur les pages de la théorie des passions et de la psychologie de Dieu. Il éprouva de nouveau une sensation insupportable que ces livres eussent été maniés, médités, aimés par cet enfant. Que nous sommes doubles, songea-t-il. Et pourquoi cette impuissance à vaincre des illusions que nous savons mensongères ? Tout d'un coup, une phrase du mémoire de Gresloup lui revint à la tête. « J'ai des remords quand les doctrines auxquelles je crois, les vérités que je sais, les convictions qui forment l'essence même de mon intelligence me font considérer les remords comme la plus niaise des illusions humaines. » L'identité entre son état moral actuel et l'état moral de son élève lui apparut comme si haïssable qu'il essaya de s'en débarrasser par un nouveau raisonnement. « Eh bien, se dit-il, imitons les géomètres. Admettons comme vrai ce que nous savons être faux. Procédons par l'absurde. Oui, l'homme est une cause, et une cause libre. Donc il est responsable, soit. Mais quand, où, comment ai-je mal agi ? Pourquoi ai-je des remords à propos de ce scélérat ? Quelle est ma faute ? Il rentra décidé à passer en revue toute sa vie. Il s'aperçut tout petit enfant et qui travaillait à ses devoirs avec une minutie de conscience digne de son père l'horloger. Plus tard, quand il avait commencé de penser, qu'avait-il aimé ? Qu'avait-il voulu ? La vérité. Quand il avait pris la plume, pourquoi avait-il écrit ? Pour servir quelle cause, sinon la vérité ? À la vérité, il avait tout sacrifié. Fortune, place, famille, santé, amour, amitié, et qu'enseignait même le christianisme, la doctrine la plus pénétrée des idées contraires aux siennes. Paix sur la terre aux hommes de bon vouloir, c'est-à-dire à ceux qui ont cherché la vérité. Pas un jour, pas une heure dans ce passé qu'il scrutait avec la force du plus subtil génie mis au service d'une intransigeante conscience. Il n'avait manqué au programme idéal de sa jeunesse, formulé autrefois dans cette noble et modeste devise « Dire toute sa pensée, ne dire que sa pensée. C'est le devoir cela pour ceux qui croient au devoir, se dit-il, et je l'ai rempli. » Cette nuit-là, et au sortir de cette méditation courageuse sur sa destinée de travailleur intègre, ce grand honnête homme put s'endormir enfin et d'un sommeil que le souvenir de Robert Gresloup ne troubla pas. En se réveillant au lendemain de cette sorte de confession générale faite à lui-même et pour lui-même, Adrien Sixte se retrouva calme encore. Il était trop habitué à se regarder penser pour ne pas chercher une cause à cette volte-face de ses impressions, et d'une bonne foi trop entière pour ne pas reconnaître cette cause. Il devait cette accalmie momentanée de ses remords au simple fait d'avoir admis comme vraies, pendant quelques heures, des idées sur la vie morale qu'il condamnait par sa raison. Il y a donc des idées bienfaisantes et des idées malfaisantes, conclut-il. Mais quoi ? La malfaisance d'une idée prouve-t-elle sa fausseté ? Supposons que l'on puisse cacher au marquis de Jussat la mort de Charlotte. Il s'apaiserait dans l'idée que sa fille est vivante. Cette idée lui serait salutaire. En serait-elle vraie pour cela ? Et inversement, Adrien Sixte avait toujours considéré comme un sophisme, comme une lâcheté, l'argumentation dirigée par certains philosophes spiritualistes contre les funestes conséquences des doctrines nouvelles, et généralisant le problème, il se dit encore « Tant vaut l'âme, tant vaut la doctrine ». La preuve en est que ce Robert Gresloup a transformé les pratiques religieuses en un instrument de sa propre perversité. Il reprit le mémoire pour y rechercher les pages consacrées par l'accusé à ses sensations d'église. Puis cette lecture le fascinant de nouveau, il relut ce long morceau d'analyse, mais en s'attachant cette fois à chacun des passages où son nom, ses théories, ses ouvrages étaient mentionnés. Il appliquait toute sa vigueur d'esprit à se démontrer que chacune des phrases citées par Gresloup justifiait des actes absolument contraires
à ce que le morbide jeune homme avait justifié par elle. Cette reprise attentive et minutieuse du fatal manuscrit eut pour effet de le rejeter dans un nouvel accès de son trouble intime. Les raisonnements n'y faisaient rien. Avec sa magnifique sincérité, le philosophe le reconnaissait. Le caractère de Robert Gresloup, déjà dangereux par nature, avait rencontré dans ses doctrines à lui comme un terrain où se développer dans le sens de ses pires instincts, et ce qui ajoutait à cette première évidence une autre, non moins douloureuse, c'est qu'Adrien Sixte se trouvait radicalement impuissant à répondre au suprême appel jeté vers lui par son disciple du fond de son cachot. De tout ce mémoire, les dernières lignes remuaient dans le philosophe la corde la plus profonde. Quoique le mot de dette n'y fût pas prononcé, il sentait comme une créance de ce malheureux sur lui. Gresloup disait vrai. Un maître est uni à l'âme qui l'a dirigé. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.